enfin ce matin, pendant la nuit, du moins j'ai l'impression, c'était les Critics' Choice Awards, qui sont généralement un petit peu la première étape, enfin une des premières étapes du moins, vers les Oscars, avec beaucoup de choix qui seront répercutés sur les Oscars. C'est un peu comme les Golden Globes, ou comme plein de prix qu'il y a à peu près à ce moment-là. Je pense également à la SAG Award, donc c'est la Screen Actors Guild of America, et où généralement c'est uniquement des prix où on sent que ça va être eux qui vont avoir l'Oscar. Et là, en fait, ça y est, on est... En fait, de loin, j'ai lu Timothée Chalamet sucré. Alors que non, c'est Timothée Chalamet sacré. Mais effectivement, on commence à avoir quelques petits prétendants pour les Oscars, à commencer évidemment par Timothée Chalamet, avec son Marty Suprême qui commence à bien se faire languir. On rappelle quand même que Marty Suprême devrait avoir à peu près dans les 100 millions uniquement sur le sol américain, et alors que, vu que A24 sont des branquignoles pour sortir leur film à l'international, ils n'arrivent pas à le faire sortir en même temps partout dans le monde. Et nous, on doit attendre 3 mois. Alors, certains diront que c'est parce que A24, en fait, ils sont plutôt... En fait, c'est A24 qui sont normaux et c'est les autres distributeurs qui sont à part. Non, 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 les gens, ça ne se passe pas comme ça pour tous les autres studios. On a déjà eu des films néons qui sont sortis d'abord chez nous, puis aux États-Unis, des trucs du genre. Ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez pas dire ça. Et là, c'est juste que effectivement, A24 sont des gens qui, moi, de ce que j'ai compris, des petits retours que j'ai pu avoir, c'est juste qu'ils font vraiment monter des enchères à mort, quoi. Donc bon, ce qu'ils ont mis des... Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ils font monter à chaque fois les enchères sur leurs films, et ça fait que on attend énormément de temps, quoi. On se rappelle de la sortie bordélique de The Green Knight, mais exactement. The Green Knight, ça a été sorti finalement uniquement sur les plateformes. On pensait pendant un moment que ça sortait. Après, ça c'est un truc qui se passe également un peu partout. C'était pareil pour Ella McKay, le film avec Emma McKay, qui effectivement ne sort que sur les plateformes finalement, quoi. La propa Marty Suprême me rend vraiment très curieux, pressé qu'il sorte en France. Mais je suis très pressé également, hein, bien sûr. J'espère que ça va, qu'il va bien marcher, hein, bien sûr. Mais je pense que ça risque d'être super bien, quoi. Ils ont été incapables de sortir Uncut James. Bah, après, ça c'est autre chose, parce que c'est Netflix qui a négocié les droits à l'international. C'est autre chose, bien sûr. Mais c'est vrai que putain, vivre Uncut James en salle, je pense que ça aurait été vraiment quelque chose, quoi. Et je pense qu'effectivement, Marty Suprême, nous, ça nous fait languir. Et quelque part, c'est aussi une stratégie gagnante, parce que là, il va progressivement gagner des tonnes et des tonnes de prix, donc forcément, ça veut dire que ça crée une sorte d'engouement. C'est pareil pour Aucun autre choix de Park Chan-wook, où là, ça commence à sortir aux États-Unis, donc ça crée une espèce d'engouement, et ça veut dire que quand ça sortira en France, je crois que c'est mi-février, évidemment que va y avoir des gens qui vont se ruer sur ce film-là. Et là, on voit Timothée Chalamet sacré un petit peu partout, on se dit, bon, ça a intérêt à être un grand film. En plus, Timothée Chalamet, il a quand même une plutôt belle image, notamment auprès de la jeunesse, mais auprès d'un petit peu tout le monde également. Donc forcément, tout le monde l'aime bien. Ça veut dire que les gens vont se presser pour aller voir Marty Suprême. Ça reste quand même une grande star du cinéma, une des dernières, enfin une des plus jeunes, j'ai envie de dire, une des plus jeunes grandes stars du cinéma. Je sais qu'il y a des gens qui font un petit débat pour savoir si Sydney Sweeney est une grande star du cinéma juste parce que La femme de ménage a bien marché. La femme de ménage a bien marché parce que La femme de ménage a bien marché. Alors après, évidemment, je pense que le facteur Sydney Sweeney joue. Tout de même, on va pas se mentir là-dessus. Maintenant, ça a fait, je crois, plus de 100 millions dans le monde entier. Potentiellement que ça va faire dans les plus de 200 millions, c'est pas mal. Mais mine de rien, je pense que ça aurait pu mettre n'importe qui dessus et que ça aurait fait tout de même un score intéressant. C'est pareil, par exemple, pour Five Nights at Freddy's. FNAF, en soi, il n'y a pas besoin... Enfin, le nom de Matthew Lillard ou le nom de Josh Hutcherson ne sont pas des grands noms du cinéma qui vraiment rameutent les foules, qui ont un star appeal de dingue comme Leonardo DiCaprio ou Tom Cruise. Non, par contre, la licence FNAF, elle est très haute, quoi, évidemment. Mais oui, c'est un best-seller à la base, La femme de ménage, évidemment. Donc bon, perso, il me fait le même effet de connard. Au début, j'aime bien, mais là, il m'insupporte. Bah après, on le côtoie moins. Le succès est très local USA aussi. Pour La femme de ménage ou pour Marty Suprême? Pour Marty Suprême, oui, il est très local parce que il est sorti que là-bas. mais c'est vrai que pour La femme de ménage, j'ai l'impression que le succès... Non, le succès, il marche bien en salle, en France également, quoi. Genre j'ai quand même l'impression que ça marche bien un petit peu partout parce que le bouquin est un best-seller un petit peu partout, quoi. Alors que Zendaya a des choix de carrière bien plus intéressants, quoi, c'est sûr et certain.
Avec les Critics' Choice Awards ce dimanche, la saison des récompenses 2026 est passée à la vitesse supérieure et si l'on en croit les goûts du consortium de critiques de la télévision, de radio et des sites internet que forme la Critics' Choice Association, un affrontement entre une bataille après l'autre et Sinners pourrait bien nous tenir en haleine ces prochains mois. Bah, c'est un peu ce qui était prévu. C'est un peu ce qui était prévu. Effectivement, on savait que ça serait eux deux qui seraient les plus gros films de films Warner. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que ce truc de rachat de Warner par Disney, par Netflix, évidemment, ça fait un petit peu frissonner parce qu'on se dit, ah, mais tout de même, mine de rien, moi j'aimerais bien quand même voir ces films-là en salle, quoi. Et surtout, je pense que Netflix, ils veulent aussi le prestige de Warner avec tout ça, évidemment. Et quand tu vois une saison aussi prestigieuse, ça permet également à potentiellement à Warner de faire un petit peu monter les enchères, quoi, évidemment. C'est une bataille après l'autre repartie avec le trophée du meilleur film. L'ambitieux film de Ryan Coogler avait été le plus nommé, avec 17 nominations et est reparti avec 4 prix. Miles Catton pour ça on va regarder un petit peu après, quand t'as une bataille après l'autre, blablabla. On regarde tout ça, alors on a tous les retours, donc tac, je vais aller tout en bas comme ça on se spoil pas, les plus grandes récompenses, hein, j'ai envie de dire. Tac, si on regarde... vainqueur de studio, donc là on est sur les séries, moi je m'en fous un petit peu des séries, je vais être honnête, c'est pas que je m'en fous, c'est que je regarde pas. Meilleur son, on a donc F1 qui a gagné face à Frankenstein, une bataille après l'autre, Sinners, Sirat et Warfare. Je suis très déçu pour Sirat parce que pour moi, et Sinners également au milieu, pardon, je l'avais pas vu, en fait je l'avais pas vu parce que ça me fascine, mais généralement dans les productions américaines, il y a énormément de gens qui sont au son, et c'est normal parce qu'il y a beaucoup, enfin c'est un tournage très grand, etc. évidemment, mais à côté t'as Sirat, il y a une personne. Genre vraiment il y a une personne qui a été au son, à côté t'as minimum 4 personnes pour tous les autres films, ça me fait un petit peu rire, je vais être un petit peu honnête là-dessus. Même il y a 5 personnes à chaque fois, c'est fou hein, quand même. Mais en même temps c'est normal parce que il faut beaucoup d'ingé son, il faut capter, le son d'ailleurs est vraiment précis et très excellemment travaillé, notamment si vous allez voir en Dolby 7.1, des trucs du genre, ou Dolby Atmos, des trucs comme ça, vous voyez là le vrai travail, j'ai envie de dire, des ingé sons. Si vous le regardez dans une bonne salle de cinéma qui est en 5.1, vous le voyez pas tout à fait au même niveau, quoi. Et globalement, c'est vrai que moi je suis un petit peu déçu pour Sirat parce que je trouve que en termes diégétiques, en termes artistiques et moi en termes techniques, vous avez compris, c'est des catégories un petit peu bateau, mais en termes vraiment purement de comment ça utilise le son, je trouve que Sirat est vraiment un très grand cru, quoi. Vraiment, Sirat, c'est le seul film où ça m'a vraiment scotché dans mon siège. Et je m'attendais justement à ce que F1 me scotche dans mon siège, justement parce que j'avais adoré Top Gun Maverick du même réalisateur, mais... finalement ça m'a un peu fait l'effet cheap. Alors peut-être que j'étais, je sais pas, mal placé dans ma salle de cinéma, c'est aussi le problème parfois avec le son au cinéma, c'est que si vous êtes mal placé, ça peut être un petit peu problématique. Alors même si ça va, c'est pas non plus, c'est de l'affaire de, allez, peut-être que vous allez apprécier 10% plus, 10% mieux le son si vous êtes placé vraiment au milieu de la salle, mais sinon a priori, moi je trouve qu'en soi c'est pas non plus des plus impressionnants, quoi. J'avais bien aimé. Je comprends, non mais je comprends que les gens aiment bien, mais moi je vous avoue que justement c'est ce qui m'a surpris avec F1, c'est que ça m'a pas non plus scotché, quoi. Et oui, il neige. Ah, il commence à neiger un peu moins quand même. Donc c'est pour ça, moi je suis un petit peu déçu. Sirat, c'est vraiment le seul film qui m'a scotché dans mon siège et où je me suis dit, là il y a un vrai travail du son, là c'est quand même plutôt impressionnant. F1 malheureusement m'a pas non plus scotché. Pour moi ça se jouait un peu entre les deux parce que une bataille après l'autre il y a un bon travail du son, mine de rien ça marche bien. Sinners c'est très fort également. Warfare, putain j'avais oublié que Warfare était sorti. Nous il est sorti pareil à 24 pour continuer de se plaindre de A24. Il est sorti je crois uniquement en VOD. Genre vraiment c'est très bizarre, quoi. Il y a certaines salles des halles où le son est bof. En fait, le problème majoritaire du GC, c'est que les salles sont un peu mauvaises quand même s'ils ont un super... Enfin, ils ont quand même cet avantage d'avoir aussi MK2, plus les cinémas indépendants, tout ça, donc c'est trop bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu relou de voir que les salles UGC sont pas terribles non plus, quoi. On n'avait pas... Ouais, on n'avait pas... Ils me tentaient pas trop non plus, hein. On va être honnête là-dessus, pour beaucoup de raisons bien sûr liées à la conception du film, hein, évidemment. Warfare c'est un film qui est par le réalisateur de Civil War et par quelqu'un qui a fait la guerre d'Irak et qui parle de guerre, et je vous avoue que ça a pas l'air non plus, vu comment les USA et l'Amérique a vraiment sucé ce film là, je me dis oula, est-ce que
est-ce que c'est si critique que ça? J'ai envie de dire, surtout actuellement, je vous avoue que voir Warfare, je pense que ça ferait un petit peu mal vu ce qui se passe un peu partout, partout dans le monde et surtout au Venezuela. Donc forcément, ça ferait un petit peu bizarre, quoi. Même si, évidemment, je veux dire, je l'ai pas vu, je peux pas trop en juger, mais de ce que j'ai vu, moi, de tout ce que j'ai vu là-dedans, ah, quand même, c'est Sirat qui mérite un peu plus, quoi, on va être honnête. C'est pas mal, mais on oublie après une semaine, ok. On va voir. Meilleure bande originale, on a donc Sinners, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, une patate après l'autre. Je suis un petit peu déçu de ne pas voir nommé Smashing Machines. Je trouve que c'était la qualité du film, vraiment sa bande son. Bon, on va être honnête, le vrai combat, moi je trouve que c'était entre Sinners et une bataille après l'autre, parce que même si je n'ai pas vu Hamnet et je n'ai pas vu Marty Suprême, c'est toujours un petit peu compliqué hein, d'ailleurs de faire ses prédictions des Oscars quand on n'a pas vu tous les films et quand on est un peu en ballottage de rattrapage, etc. Mais j'ai l'impression que la vraie compétition aux yeux du public, c'était vraiment entre Sinners et une bataille après l'autre, mais que vu à quel point Ludwig Göransson, compositeur de Sinners, était impliqué vraiment dans la proposition, puisque il me semble qu'il était producteur du film. C'est très rare de voir un musicien producteur également du film. Généralement, ce qu'on voit, c'est soit des acteurs qui sont producteurs, soit les réalisateurs, soit les scénaristes. Mais en fait, c'est très rare d'avoir cette double coupole comme ça, cette double casquette. C'est un petit peu étrange. Mais franchement, moi, je trouve que c'est tout de même assez mérité, on va être honnête, parce que je trouve que la vraie bande originale qui aurait dû être nommée, c'est Happy End, même si c'est peut-être... malheureusement, je crois que Happy End est considéré comme 2024, c'est ça le problème aussi. Mais je trouve que, ouais, effectivement, Sinners... voilà, je suis d'accord effectivement avec toi, Mister Hachette, c'est-à-dire que moi, la seule musique... D'ailleurs, on y reviendra quand on parlera de nos tops de l'année, évidemment, mais la seule musique, vraiment, de tout ce que j'ai vu de 2025 que je retiens, c'est quand même la musique d'une bataille après l'autre. On va être honnête là-dessus. C'est la seule musique où ça me reste un petit peu en tête, cette note de piano pressée inlassablement, etc. C'est un truc qui, je trouve, anime bien la scène, même si, Sinners, le truc, c'est que généralement, dans ce genre de récompense-là, tu as un boost innommable, un boost incontestable quand tu es un film qui parle de musique, en fait. Et Sinners parle de musique, donc évidemment qu'il est là-dedans, quoi, j'ai envie de dire. Meilleure chanson originale, on a donc F1, Sinners, Le Testament d'Annie, ça j'ai hâte de le voir. Train Dreams, il me tente pas du tout, hein, bien sûr. Mais, et Wicked for Good, et c'est du coup Golden de K-Pop Demon Hunter qui a gagné. Bon, ça, c'est normal, j'ai envie de dire, parce que vu à quel point le titre sortait de partout, et mine de rien, il est quand même plutôt catchy. Moi, j'ai déjà exprimé ici mes doutes par rapport à K-Pop Demon Hunter. Moi, je trouve que c'est pas un très bon film, que ça soit même en termes d'animation, en termes de message, je trouve qu'il y a bien des choses à y analyser. Mais je trouve qu'effectivement, c'est pas non plus un film grandiose. Mais par contre, la musique et la chanson, je comprends totalement, quoi. Je comprends totalement, même si j'ai des critiques à faire sur les chansons. Je trouve que les chansons sont pas non plus des plus top, mais vas-y, ça mérite quand même d'être ici, et ça mérite d'avoir cette chanson-là, parce qu'effectivement, alors la chanson d'F1, je ne savais même pas qu'il y en avait une. La chanson de Sinners, c'est plus compliqué, je comprends à peu près qu'il y ait des gens qui aient pu l'aimer. Le Testament d'Annie et Train Dreams, il faudra que je le rattrape, mais j'ai pas vu. Et Wicked for Good, en fait, c'est une chanson, de ce que j'ai compris, à part si c'est la chanson originale du film, c'est une chanson qui était déjà dans la pièce de base, donc c'est un petit peu compliqué, quoi. Celle de Train Dreams est pas mal, même si le film est pas ouf. Ok. Meilleur film en langue étrangère, on a donc The Secret Agent, Un simple accident, Lieutenant Girl, No Other Choice, Sirat et Belen. Belen, c'est quoi ce film? Belen film. Ok, un film argentin. Très bien. Ok. Je ne connais pas. Je sais pas s'il sort chez nous bientôt. Peut-être qu'il sort chez nous à un moment. Mais j'en ai pas entendu parler. Ah, c'est un film Prime directement. Ok. Bon, c'est un film Prime, j'en avais pas du tout entendu parler. Va dire à des enfants que c'est pas un bon film. Non, mais oui, forcément, je vais pas le dire à des enfants parce que je me dis, quand même, ça va. K-Pop Demon Hunter, moi, j'aime pas, mais bon, vas-y, je comprends qu'on aime bien tout de même, quoi. Moi, c'est juste. Pour moi, c'est un peu surcoté, quoi. C'est ça le truc. Du coup, ouais, pour meilleur film en langue étrangère, évidemment. Alors, L'Agent Secret, moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, je crois, depuis que je l'ai vu. Pourtant, je l'ai vu. Et putain, quelle claque, hein, quelle claque. Alors, moi, je m'attendais, je me suis dit, putain, c'est vrai, 2h40 au Brésil avec Wagner Moura,
Fio, j'avais vu déjà Bakurao et j'avais bien aimé quand même la proposition, j'avais trouvé ça vachement chouette, mais je me suis dit quand même, est-ce que ça va pas être un peu ronflant, est-ce que ça va pas être un peu trop? Et finalement, j'ai vraiment adoré quoi. Et ce que j'adore particulièrement, c'est que on sache jamais vraiment ce qu'il a fait. On sache jamais vraiment pourquoi il est recherché, et on vit dans ce climat vraiment de, de ne pas tout à fait savoir ce qu'il a pu commettre pour se faire rechercher comme ça. Mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que juste ça te montre un état de répression qui est très proche d'ailleurs de ce qu'on a pu voir avec I'm Still Here, hein, évidemment, de Walter Sall, où en fait, on sait pas tout à fait ce qu'il a pu faire pour mériter ça, j'ai envie de dire. Mais clairement, pour moi, c'est un très grand cru. Et je trouve que dans l'utilisation de la tension, dans le fait de pas tout à fait savoir quand est-ce que le personnage est sûr et quand est-ce que le personnage est en sûreté, ça c'est trop bien. Et pareil, de mêler avec cette histoire comment dire, d'écoute plus tard, des enregistrements dans le présent, et de pouvoir se balancer dans le présent et de savoir ce qui s'est passé, moi je trouve que toute la fin, je me suis dit, ah ouais, putain. En fait, c'est vraiment génial tout ça en fait, parce que on saura jamais exactement ce qui s'est passé. En fait, je trouve que pour un film sur la mémoire, en fait, c'est un grand film également sur le cinéma, parce que le cinéma et les enregistrements et les enregistrements vidéo, photo, audio également, sont des grandes manières de transmettre une mémoire, mais il faut pas non plus sous-estimer la mémoire humaine également. La mémoire humaine est également tout de même une grande manière, et la manière la plus authentique, j'ai envie de dire, de retransmettre la vérité. Même si ça peut paraître un petit peu étrange, parce qu'on se dit, bah, la vérité, c'est uniquement les images, c'est uniquement ce qui est véridique, mais aujourd'hui, déjà, vu qu'on peut trafiquer les images, trafiquer les vidéos, trafiquer les enregistrements, évidemment qu'on a moins qu'on est plus dans un doute par rapport aux images, et c'est tout à fait légitime d'avoir un doute par rapport aux images, tout comme c'était légitime dans les années 60, et même depuis l'invention du cinéma, j'ai envie de dire, d'avoir un doute par rapport aux images. Mais en fait, on doute peut-être un peu trop parfois des paroles des gens, alors qu'en réalité, les souvenirs et ce qui se dit, et ce qui est un petit peu en dehors de tout enregistrement, et ce qui est un petit peu en dehors de tout ce qu'on peut se reconstruire d'après juste des enregistrements, et en se disant et en faisant les liens entre eux, généralement, on va peut-être faire les mauvais liens et se dire, ah mais finalement, est-ce que si je connecte cet enregistrement avec cet enregistrement-là, en trifouillant un petit peu dans mon imagination, en me disant, bah il a dû se passer ça entre temps, est-ce que c'est la meilleure manière de vivre les choses, et pas juste d'avoir des témoignages de gens? Donc c'est pour ça, c'est peut-être que mon explication est un petit peu confuse, mais j'ai l'impression que c'est un très grand film sur cette mémoire-là, et sur les témoignages, et que j'ai l'impression que pareil dans Un simple accident, moi je trouve que, oui voilà, il y a eu typiquement à Biero, je pensais à ça. Quand je vois des images de célébration au Venezuela, qui en réalité, alors soit sont tournées dans un autre endroit et avec un autre drapeau, mais bref, ça les gens ne le voient pas, soit qui sont faites par IA, je me dis, bah effectivement, la fabrique de la vérité, et c'est toujours quelque chose où pareil, on va nous dire, ah mais on a un témoignage de telle personne, mais est-ce que ce témoignage-là, il est si faillible que ça? Quand on a des gens qui nous disent, ah mais oui, mais Maduro, effectivement, je connais des gens qui connaissent des gens qui en fait détestent Maduro et vivent en Argentine, tout ça. Oui, mais est-ce que c'est si fiable que ça en fait? Et moi c'est ça qui m'interroge un petit peu, et où effectivement il faut toujours questionner, et la vérité se trouve là-dedans. Mais en même temps, quelle vérité également? Mais la vérité se trouve là-dedans, évidemment. Et je trouve que c'est un grand film sur cette recherche de la vérité. Un simple accident aussi est un grand film sur la recherche de la vérité. Sur la recherche, parce que le film, mine de rien, c'est une enquête sous le spectre même en partie de la comédie par moment, hein, bien sûr, il y a des moments assez comiques dans Un simple accident, mais c'est une enquête pendant quasiment 1 heure, quoi, sur les, je sais pas combien de temps dure le film, mais toute la première partie, et même jusqu'à un certain seuil, à partir d'un certain moment, je pense que les gens commencent à se dire qu'effectivement, probable que la vérité, ce soit ça, mais jusqu'à un certain moment, on ne croit pas en fait en ce qu'on voit, on ne croit pas exactement en tout ce qui se passe, et effectivement, c'est un film sur la recherche de la vérité. Comment est-ce qu'on recherche la vérité? Comment est-ce qu'on sait
que ça s'est réellement passé. Et je trouve que là, c'est quand même, je le dis comme ça parce que je pense que c'est un peu les deux qui vont probablement rafler le meilleur film en langue étrangère. C'est soit L'Agent Secret, soit Un Simple Accident. Un Simple Accident qui a vraiment cette grande qualité, ce boost, j'ai envie de dire, d'avoir eu la Palme d'Or, évidemment. J'ai pas vu L'Agent Secret, vous le préférez à Left-Handed Girl. Personnellement, je l'ai préféré tout de même à Left-Handed Girl, même si Left-Handed Girl, pareil, c'est super bien. Enfin, c'est vraiment un super film, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a un côté, même un peu une affaire de famille, dans cette débrouillardise de cette famille-là. Et même par rapport à un autre aspect que je peux pas trop dire, mais effectivement je trouve que Left-Handed Girl c'est un super film bonbon, c'est un super film qui fait du bien également bien sûr à regarder parce que je trouve que les images sont magnifiques, mais je le classerai quand même peut-être moins haut qu'un Agent Secret quoi. C'est sûr. Meilleure comédie. Ah putain, et on a des vraies comédies avec Splitsville, The Finishing Scheme, Friendship, Eternity, The Ballad of Wallis Island et The Naked Gun. Alors malheureusement, le problème c'est que généralement ce genre de film-là, ils sortent dans très peu de salles parce que la comédie aux États-Unis, c'est pas la panade quoi. C'est-à-dire que The Ballad of Wallis Island, il est sorti directement en VOD déjà, donc forcément que ça l'aide pas. Eternity, il est sorti dans assez peu de salles, il est sorti récemment. J'en ai entendu mis du bien, mis des gens qui disent que c'était pas terrible. Bon, j'avoue que ça me tente pas trop, hein, on va être honnête. Friendship, ça pareil, Friendship, je l'ai vu passer parce qu'en plus c'est avec deux acteurs que j'aime bien. C'est avec, comment il s'appelle, Craig, Tim Robinson, voilà, Tim Robinson et Paul Rudd. Et c'est vrai qu'il est sorti directement en VOD chez nous. En fait, la comédie aux États-Unis, le problème, c'est que on n'en voit plus. On n'en voit plus du tout. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, une comédie, ça demande pas un budget non plus énorme. Et en fait, le problème, c'est qu'aux États-Unis, soit tu es indépendant, tu fais des films avec 1, 2, 3 millions, quelque chose du genre, soit tu es un gros blockbuster et tu fais des films à plus de 200 millions. Et la comédie, généralement, se trouve un petit peu au milieu. Parce que pour faire une comédie un petit peu ambitieuse, faut la faire à 10, 15 millions. Même en France également. La France, c'est un grand pays de comédie, et en fait on fait beaucoup de comédies qui sont à moyen budget entre guillemets, et le problème c'est qu'aux États-Unis, si tu as un film à moyen budget, tu n'existes pas. Ou alors tu existes directement sur les plateformes chez nous. Aux États-Unis, ils ont vu passer des comédies. Ils ont vu passer également des films parodiques. Ils ont vu passer plein de types de films qui sont parfois sortis au cinéma. Alors, l'accès au cinéma, c'est une autre paire de manches également aux États-Unis parce que généralement, les blockbusters vont occuper 80% des écrans. C'est assez lunaire. Mais si vous allez dans des plus petits cinémas, vous pourrez voir des films comme Eternity, des films comme Friendship, des films comme même le Wes Anderson. Wes Anderson, finalement, il sort dans assez peu de salles comparé à pas mal de blockbusters aux États-Unis, c'est un petit peu dommage. Mais c'est vrai que du coup, on voit très peu passer des comédies aux États-Unis. Et ça, c'est un vrai problème parce que moi, j'adore les comédies aux États-Unis, j'adore ça. Et en fait, c'est relégué maintenant aux plateformes. Et donc, ça veut dire que si c'est relégué aux plateformes aux États-Unis, évidemment que chez nous, ça sera aussi sur les plateformes, quoi. C'est un petit peu dommage parce que pour moi, une comédie, ça se vit en salle, ça se vit avec plein de monde, ça se vit. Alors, ça peut se vivre évidemment entre potes devant son écran, devant sa télévision, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus rare tout de même. Et forcément, ça veut dire que l'appréciation qu'on peut avoir d'une comédie, elle est bien amoindrie par ça. Donc c'est pour ça que moi, je suis plutôt content de voir que la meilleure comédie, d'après le Critics' Choice Award, c'est évidemment Naked Gun, parce que c'est une vraie comédie, donc je suis quand même plutôt heureux, et c'est une comédie de bout en bout, sans aspect un peu comédie dramatique, ou comme Finishing Scheme. Finishing Scheme, mine de rien, c'est pas non plus le film qui m'a fait mourir de rire dans ma salle de cinéma, alors que Naked Gun, moi j'ai adoré. Enfin, y a-t-il un flic pour sauver le monde du coup, hein, pour avoir son vrai titre français, mais j'ai adoré. Et en plus, je l'ai adoré pourquoi ? Parce que je l'ai vu en salle, et parce que je l'ai vu dans une salle avec des gens qui riaient, des gens qui sont même restés pendant le générique parce qu'ils savaient qu'il y avait des blagues pendant le générique, vu qu'ils avaient vu les précédents et qu'ils connaissaient bien les précédents. Donc forcément, je suis plutôt content de voir que Naked Gun il remporte la meilleure comédie. Pour une fois, comme tu dis à Biero, c'est une vraie comédie qui a gagné, peu importe sa qualité, mais très bien, très très bien. Didier était pas mal en humour, mais on peut passer inaperçu, tout à fait. Le truc, c'est que Didier, c'est 2024. Nous, il est sorti en 2025. Mais moi Didier, j'ai pas non plus adoré, mais je comprends que les gens aiment. Hein. Je sais que c'est un film qui a été très marquant pour les gens, mais je comprends que les gens aiment. Hein. Meilleur film animé, K-pop Demon Hunter. Bon, malheureusement, le problème, In Your Dreams, c'est quoi ça ? In Your Dreams. Je suis content de voir quand même que Amélie. Ah oui, c'est le film. Alors, ça, on dirait un film. Je suis désolé, hein, parce que je sais qu'en plus j'ai des potes qui sont dans la VF, mais l'affiche comme ça, on dirait vraiment un peu un film paria. c'est un peu le souci que j'ai, mais ça a l'air sympa. Et ouais, meilleur film animé,
bon bah effectivement on savait que la guerre se ferait potentiellement entre K-pop Demon Hunter et Arco, qui quand même Arco a ce boost là d'avoir eu le cristal à Annecy. Bon, comment dire, la suite des événements nous fait plutôt penser que c'est K-pop Demon Hunter, même si attention, techniquement, Arco n'est pas encore sorti aux États-Unis. C'est possible, alors, miracle, hein. C'est possible qu'il y ait un miracle, parce que moi, quand même, je préférais que ça soit Arco, on va être honnête. Amélie et la matière physique du tube, je suis content de le voir, mais je pense qu'il n'a pas non plus beaucoup de chance. Et pour moi, c'est celui qui, de cette liste-là qui aurait, je pense, mon Oscar personnel, parce que là, on va être honnête, hein, c'est les pré-Oscars. Mais clairement, selon moi, Amélie n'a pas trop de chance, malheureusement. Pourquoi? Parce que Arco est porté par ce lobbying de la part de Nathalie Portman. On rappelle aussi que c'est que du lobbying, hein, tout ça. On va être honnête là-dessus. Mais voilà, mais je comprends tout à fait que Arco soit un des favoris. Et j'espère tout de même le voir gagner. Ce serait plutôt chouette. Maintenant, je pense quand même que ça sera K-pop Demon Hunter. Vas-y. C'est un petit peu ballot, mais bon, je comprends aussi, quoi. Meilleure cascade, bon bah c'est évidemment Mission Impossible 8. Meilleure cascade, prix qui devrait arriver pour le 100e des Oscars, il me semble. Et il me semble que c'est dans 3 ans, quelque chose du genre. Donc c'est un petit peu dommage, parce que ça veut dire que Tom Cruise l'aura jamais eu. Alors que en soi, enfin, que l'équipe de Tom Cruise l'aura jamais eu, parce que là, voilà, c'est Wade Eastwood, qui j'imagine est le directeur des cascades de Mission Impossible, évidemment. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'effectivement, s'il y a bien un prix que mériterait Tom Cruise, peu importe ce qu'on pense de Tom Cruise, c'est le prix des meilleures cascades, quand même. Du coup, à côté, on a Warfare, Sinners. Sinners ne m'a pas non plus trop marqué pour ses cascades. Pareil pour une bataille après. Alors, il y a une scène qui est très bien faite. Il y a une scène qui est vraiment cool. Mais vraiment, ouais. C'est peut-être aussi pour ça que les directeurs de l'animation à Disney veulent un peu changer de DA. C'est trop reproductible par IA ce qu'ils font actuellement. Ah, c'est vrai, il y a peut-être un petit peu de ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jackie avant Tom, c'est vrai. Jackie Chan avant Tom. Mais Jackie Chan, il aura un prix honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Ça, je le vois mal ne pas avoir ce prix-là. F1, bon F1 c'est un peu plus compréhensible. Ballerina, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes pour Ballerina. Tout ça pour des cascades sympas, c'est au moins ce qu'on peut tout de même lui dire de beau de sa part, c'est que c'est quand même sympa. Oh, mais vas-y quand même, ça ira. C'est pas non plus, on n'est pas au niveau des John Wick précédents quoi. Meilleurs effets spéciaux, c'est donc F1, Frankenstein, Mission Impossible 8, Sinners et Superman. Alors Sinners, moi j'ai vu des behind the scenes et mine de rien, putain, Sinners c'est... Ah ouais, c'est bien fait quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux invisibles entre guillemets, c'est pas mal. Mission Impossible 8, bah en fait en soi, vu que le film se targue de pas avoir d'effets spéciaux, j'espère bien qu'il va pas être qu'il va pas être là-dedans. La seule bonne idée, ouais, il y a une scène aussi dans un diner qui était pas mal, je trouve. Mais clairement, moi j'ai pas été très convaincu par Ballerina, c'est ça le problème. Superman, bon bah en vrai, il y a des effets bien dedans, mais c'est compliqué quoi. Frankenstein, il y a des très beaux. Enfin, après le problème c'est que ça fait trop effets spéciaux selon certains. Moi j'ai pas vu vraiment de problème avec le film, mais pour certains ça faisait trop effets spéciaux. F1, bon bah pareil, le film, tout comme Mission Impossible, il se targue de pas trop avoir d'effets spéciaux et d'avoir tourné dans le vrai truc, donc c'est normal quand même que ce soit Avatar 3 qui est cet Oscar, qui est ce prix-là, hein, forcément, parce que bah il y a eu du vrai taf dessus, et puis on est à Pandora, quoi. On est clairement à Pandora dans Avatar 3. Meilleure coiffure et maquillage, Frankenstein, 28 ans plus tard, Sinners, Smashing Machine, Evanouie et Wicked for Good. Evanouie, j'imagine que c'est pour le personnage de Amy Madigan, qui est du coup la tante là, qui tante Gladys. Oui, et même pour tous les autres persos également. Hein. Mais sinon, parce que sinon, j'avoue que je vois pas trop, parce que les acteurs jouent globalement, enfin... Ils ressemblent à la vraie vie. Enfin, vraiment, ils ressemblent à comment ils sont dans la vraie vie. Il n'y a pas non plus grand-chose de percutant. Wicked for Good, j'imagine que c'est pour tout le travail. Et mine de rien, au niveau des coiffures et du maquillage, c'est très bien fait. Notamment, je pense à quelque chose qui se passe sur la fin du film, qui est vraiment, je trouve, assez... Je me suis dit, ah ouais, putain, c'est bien fait. Bon, le perso ressemble un peu à un autre acteur, mais c'est plutôt bien fait. Je me suis dit, ah ouais, ça va, quoi. Pour un truc qui apparaît 5 secondes... Waouh, c'est vraiment cool. Smashing Machine, bah à part avoir donné des cheveux à Dwayne The Rock Johnson, c'est pas non plus des plus géniales, d'autant plus qu'il les enlève finalement ses cheveux. Donc c'est pas génial non plus. Sinners, bah, je comprendrais un peu pour
les vampires sont considérés comme des coiffures et maquillages, c'est possible aussi. Et mine de rien, c'est plutôt bien fait. 28 ans plus tard, j'imagine que c'est pour tout le travail des zombies. Et en vrai, Bride Frankenstein, c'est le plus compréhensible, hein, c'est sûr quand même. Hein, parce qu'à côté, tu vois tout le reste. Et tu dis, bah, à part un ou deux persos qui sont bien faits, qui sont sympas, ah bah vas-y, c'est Frankenstein. Moi, j'aurais mis quand même une petite bille, tout de même. Là, c'est coiffure et maquillage. Costume, c'est après. Costume, c'est après. Mais effectivement, dans le cadre de coiffure et maquillage, j'aurais quand même mis une petite bille tout de même sur 28 ans plus tard. Je me demande toujours comment ils font pour départager. Genre là, en costume, entre 28 ans plus tard, Wicked et Frankenstein, vu la différence de proposition, bah après, il y a vraiment un truc dans ce que tu as apprécié et dans aussi, enfin moi c'est quelque chose que je remarque particulièrement, c'est est-ce que ça a un sens par rapport à l'intrigue. C'est pour ça que, pareil, je comprends pas pourquoi dans Meilleur Son c'était pas Sirat, parce que Sirat pour moi c'est celui qui porte le mieux son ambiance sonore, quoi, c'est sûr et certain. Meilleur costume, on a donc Frankenstein, Hamnet, Eda, Kiss of the Spider-Woman, Sinners et Wicked for Good. Et ben dis donc, moi je connais pas tout, parce que Eda c'est quoi comme film? Ah oui, c'est le film, oui, film un peu Oscar bait qui a l'air là sur Netflix, mais surtout pour la performance, moi de ce que j'avais pu voir. Et Kiss of the Spider-Woman, c'est quoi? Avec Jennifer Lopez. Ok, ça a pas l'air ça a pas l'air incroyable. Ça a vraiment fait pchit, Smashing Machine, un peu comme Christy d'ailleurs. Bah ouais, c'est dommage parce que le film il se défend tout de même. Moi je trouve que c'est pas non plus la pire des merdes et que en vrai il va être nommé ailleurs, hein, bien sûr. Il est pas encore sorti chez nous, Eda, je crois. Ok, moi je croyais que c'était le film Netflix avec l'actrice dans Thor Ragnarok là. Putain, c'est horrible hein, de la résumer à ça. Mais l'actrice dans Thor Ragnarok, mais vu que je crois qu'elle tourne quasiment que dans des Netflix maintenant. Donc bon. Bah meilleur costume effectivement, je comprends pour Frankenstein. Après, ce côté ambiance gothique, de toute façon, Tessa Thompson, voilà, Tessa Thompson. Ce côté ambiance gothique, de toute façon, lui prête bien, comment dire, l'aide énormément, hein, bien évidemment. Mais je trouve qu'effectivement, ça porte le film, parce que Hamnet, c'est vrai que les costumes, moi, me marquent pas du peu que j'ai vu de la bande-annonce. Sinners, les costumes ont l'air très sympas. Et Wicked, pareil, c'est très sympa. Eda et Kiss of the Spider-Woman, je peux pas me prononcer. Mais effectivement, moi, les vrais costumes, moi, je me suis dit, là, c'est grandiose, là, c'est vraiment magnifique. C'est Frankenstein tout de même. Et il y a eu un gros travail sur les costumes qui a vraiment bien fonctionné, quoi. Meilleur montage F1, House of Dynamite, Marty Suprême, une bataille après l'autre, The Perfect Neighbor. The Perfect Neighbor, c'est quoi ça? The Perfect Neighbor, la voisine idéale, c'est un documentaire, ok. Putain, c'est cool de nommer un documentaire, parce que généralement les documentaires sont assez ignorés dans le reste des catégories, j'ai envie de dire, que documentaire. Donc c'est pas mal. Sinners, ok. Bah en vrai, de tout ça, moi j'ai pas encore vu, encore une fois, Marty Suprême, mais j'ai quand même plutôt confiance au frère Safdie pour faire un putain de montage, parce que généralement, je dis aux frères, mais comme si, voilà, comme s'ils étaient deux, mais spécifiquement du coup à Josh Safdie, qui effectivement a l'air de faire un putain de montage à chaque fois. Bizarre, le PTA il est pas eu pour le montage. Bah en vrai, en termes de montage, c'est très bien fait, notamment une des séquences finales, hein, évidemment, auquel je pense que tout le monde pense là actuellement. C'est vrai que tout du long, je suis pas totalement sûr non plus. Le début m'a plus convaincu, je trouve, m'a pas trop... Enfin... Le tout début m'a convaincu. Après, quand il y a le time skip, j'étais un peu moins dedans. Et après, toute la séquence finale, de toute façon, c'est un film d'action quasiment tout du long à partir d'un certain moment. Et c'est absolument magique, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un micro ventre mou, un petit bidou de mou, je trouve, au milieu. Qui est pas non plus des plus déplorables, hein, bien sûr, et c'est normal d'avoir un ventre mou. Il neige de fou, hein, c'est une folie, mais c'est normal d'avoir un petit ventre mou, hein, évidemment. Mais moi, c'est sûr que quand même, tu me mets une bataille après l'autre face à F1. Ah, mais je choisis tous les jours une bataille après l'autre. F1 n'arrive même pas, je trouve, à aller au bout de sa proposition, qui est d'aller dans tous les grands prix. En fait, il skip certains grands prix, tu sais pas pourquoi, et il te dit ah oui, celui-là, on n'est pas allé le faire. Genre, tu te dis, mais pourquoi? Genre, vraiment, montre-moi tout ça. Il y en a, ils passent 5 secondes dessus. Enfin, vraiment, ça n'a pas de sens, quoi. Moi, je trouve que F1, c'est un film excellemment mal monté, où, en plus, on ressent pas la puissance d'une course. On sait pas, en fait, je ne sais pas si je dois avoir quelque chose à foutre de ce qui se passe dans telle scène de F1. C'est vraiment, je trouve, le gros souci. Quand le PTI a des meilleures scènes de voiture qu'un film sur la F1. Non, mais oui, mais c'est impressionnant, ça.
sachant que, je veux dire, encore une fois, c'est un film sur la F1, c'est un des seuls films sur la... Même, je crois, le seul film sur la F1 qui existe, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des histoires de droit qu'ils doivent avoir avec les autres, etc. Mais clairement, pour moi, c'est une bataille après l'autre et largement au-dessus. Je pense que Sinners, moi, encore une fois, le problème que j'aurais avec Sinners, putain, en meilleur montage, c'est qu'il y a des tonnes de flashbacks dans Sinners. Genre, au bout d'un moment, il y a des flashbacks sur un film de 2 heures comme ça, et passe à autre chose. Genre, vraiment, je n'ai pas une mémoire de poisson rouge. Et c'est ce défaut de la plupart des films américains qui sont censés constamment nous remettre en scène les choses, parce que ils pensent qu'on a le cerveau d'un poisson rouge de 3 semaines. Genre vraiment, je trouve ça nul à chier, quoi. Et je trouve que c'est le gros défaut de Sinners. Moi, c'est pour ça que Sinners, je dis tout le temps, j'ai vraiment pas aimé les 40 premières minutes, parce que c'est de l'establishment, tout ça. Je trouve que ça pourrait être réduit à aller 10 minutes maximum, quelque chose du genre. Mais par contre, après, ça va. Par contre, je suis clément là-dessus, mais je me dis, putain, mais les flashbacks à gogo qu'il y a à partir d'un moment, mais arrête-toi. Genre vraiment, les rappels de machin, il faut réexpliquer 50 fois les choses, parce que le public américain, c'est des abrutis. Genre vraiment, c'est nul à chier, quoi. Oh, c'est pour ça, moi, en montage, je trouve ça... et je pense que c'est peut-être que lui qui va gagner, c'est ça le pire aux Oscars, hein. C'est ça qui est horrible, hein. Meilleure production, donc production, c'est la production value, c'est les décors. C'est aussi à quel point tes décors ont de la gueule et à quel point ton film a de la gueule quand même. Et ça, effectivement, c'est quelque chose où généralement, quand tu regardes la catégorie meilleur décor, c'est généralement meilleur production design en anglais. C'est à quel point ça a de la gueule. Et c'est généralement meilleur décor d'ailleurs, plutôt que meilleure production, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu pour l'instant meilleur décor. Mais je pense que c'est une petite erreur de traduction possible. On a donc Wicked for Good. Bon, Wicked for Good, il y a quand même un truc où putain, ils ont construit des vrais lieux, des grands lieux, tout ça. Tout ça pour être un petit peu mal filmé, mais bon, vas-y. Mais ils ont quand même construit quelque chose, quoi. Et un petit peu pareil pour Sinners. Sinners, ils ont vraiment construit quelque chose. Marty Supreme, j'ai l'impression qu'ils se sont rendus dans les lieux plutôt que de vraiment construire un truc. Hamnet, ils ont reconstruit cette ambiance du coup anglaise du 18e siècle, 19e, je sais plus exactement quand est-ce que c'était Shakespeare, mais vous avez compris. Les 4 Fantastiques, je vous avoue qu'en termes de production design, en termes de décor, je me dis, bon, c'est pas des plus impressionnants non plus. Parce que c'est beaucoup de fonds verts, c'est beaucoup de moments où évidemment il y a des endroits qu'ils ont quand même construits, mais qu'ils ont construits en studio, donc c'est pas non plus la même chose. Frankenstein, je comprends totalement, parce que je me dis, ils ont construit un vrai bateau qui est vraiment ultra impressionnant, plus tous les autres lieux où j'ai l'impression vraiment d'avoir une tangibilité dans les lieux qui est assez impressionnante, et effectivement là-dessus, ça a de la gueule quand même, Frankenstein. Vous pouvez dire que c'est un peu mal filmé, vous pouvez dire que c'est pas terrible, mais ça a un petit peu de la gueule. Donc au moins, je comprends que ça ait gagné ce prix-là. Meilleure photographie, on a donc Sinners, une bataille après l'autre, Hamnet, Frankenstein, F1 et Train Dreams. Alors, je vous avoue que je n'ai pas vu Train Dreams, mais moi, la photo que j'ai vue, je me suis dit, super, vous avez copié Terrence Malick, quoi. Enfin, c'est très bien de copier Terrence Malick, il y a pire à copier, bien sûr, mais... Ah putain, je vous avoue, je me dis, est-ce que c'est pas un peu frauduleux, quoi. Et ensuite, donc, on a d'autres... comment dire, d'autres catégories. Donc Sinners, je vous avoue que ça m'a un peu fait chier la photo. Une bataille après l'autre, c'est bien et c'est convenable, mais c'est pas non plus la photo qui m'a le plus marqué. Hamnet, pour l'instant je l'ai pas vu, les images de la bande-annonce me vendent un film plutôt joli. Frankenstein, par contre, putain, c'est un des seuls films où ça m'a vraiment impressionné en termes de photos. En termes de photos, je trouve qu'en termes de films ricains blockbuster, je me suis dit, ah ouais, en fait on peut continuer à faire des films comme ça. Le problème principal de Frankenstein, c'est que putain, il est sorti sur Netflix, vous avez pas voulu le sortir en salle. Genre, en fait, c'est ça le vrai problème. Du coup, les gens ne voient pas la beauté du film Frankenstein, quoi. C'est ça c'est chiant, quoi. F1, ça m'a emmerdé. Donc vraiment, moi je trouve que, a priori, ça devrait se jouer que entre Frankenstein et Train Dreams in fine, parce que c'est les deux seuls vraiment qui mériteraient à peu près, quoi. Oui, moi le problème c'est que je l'ai vu au ciné, et forcément, après aux États-Unis ils ont eu la possibilité de le voir au ciné, hein. Attention, à New York, à Los Angeles, ils pouvaient le voir au ciné, hein. Attention, donc c'est pour ça, c'est pas exactement les mêmes manières de voir les choses. Et évidemment, moi je l'ai vu au ciné, donc forcément j'ai une appréciation différente, mais j'ai revu après des images, et je me suis dit, ah quand même, ça va, quoi. Genre c'est plutôt honnête, alors que vous voyez, j'ai vu Wake Up Dead Man au ciné, et je me suis dit, ouais, ça va, la photo, il y a quelques plans jolis,
notamment l'utilisation de la lumière et des God Rays entre guillemets, et de la lumière divine, j'ai envie de dire, qui est vraiment très belle. Mais sinon, je vous avoue que 80% des scènes, c'est assez oubliable en termes de photographie. Donc c'est pas pour dire que voir au cinéma, ça va automatiquement améliorer le film. Non, évidemment que non. Par contre, je sais que voir au cinéma, ça aide à voir la vraie beauté du film également. Ça c'est quelle catégorie? Meilleur casting. Ah, c'est vrai qu'il y a une catégorie casting aussi. Donc avec plein de... Normalement c'est quelque chose aussi qui devrait arriver aux Oscars à un moment donné. Et je crois que c'est censé arriver en France aussi au César, si je me trompe pas. On a donc Wicked for Good, Une bataille après l'autre, Marty Suprême, Jake Kelly, Hamnet et Sinner. Je vous avoue que Wicked for Good, je me dis bah en soi c'est le même casting que le 1, exempté de un perso qui est doublé par Coleman Domingo, le lion peureux. Et c'est tout, parce que sinon tous les autres persos ils sont déjà dans le 1, et même, moi ce que je trouve un petit peu dégueulasse là-dedans, c'est que même Dorothée, vous avez même pas voulu chercher une personne qui ressemblerait un peu à Dorothée, qui serait prêt à venir, tout ça, qui serait prête à venir, parce que le personnage pour vous il est sacré, du coup vous voulez pas le mettre en scène. Moi je trouve ça un petit peu nul, la vérité. Engagez une vraie actrice et faites en sorte de faire venir l'actrice chez vous, quoi. Genre moi je trouve ça un petit peu gaze. Donc bon... Une bataille après l'autre, je trouve le casting vraiment très réussi, et à tous les niveaux je trouve, parce que c'est réussi sur les personnages secondaires, les personnages tertiaires, tous les persos principaux évidemment bien sûr, qui portent en grande partie du film, mais c'est réussi vraiment à tous les niveaux. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc pour moi ça se fight avec eux. Marty Supreme pour l'instant j'ai pas vu. Jake Kelly, ça m'a l'air de briller uniquement grâce à George Clooney, on va être honnête là-dedans. Adam Sandler a l'air de bien se débrouiller, mais ça n'a pas l'air non plus génial. Faudra que je le rattrape, Jake Kelly. Hamnet, ça a l'air assez sympa. Et je pense que voilà, ça va jouer entre Sinners et Une bataille après l'autre, on va être honnête. De toute façon, tout se joue entre Sinners et Une bataille après l'autre. Et je pense que Sinners, a priori, ne démérite pas non plus sa récompense, parce que c'est quand même un putain de casting, avec beaucoup qui est porté par Michael B. Jordan, mais... En fait, c'est un film choral, donc c'est pour ça qu'il réussit bien, parce que Une bataille après l'autre, malheureusement, par rapport à ce prix-là, il est beaucoup quand même porté par Leonardo DiCaprio, qui va être un petit peu perdu partout, et qui va courir dans tous les sens, donc forcément, ça veut dire que c'est lui qui va porter une grande partie du film, évidemment. Maintenant, Sinner, c'est beaucoup plus un film choral, où en fait, même si Michael B. Jordan joue deux personnages, bah en fait on oublie on oublie qu'il joue deux personnages. C'est ça sa force également, quoi. Donc bon, très fort Sinners là-dessus. Meilleur scénario adapté, on a donc Hamnet, Bugonia, Frankenstein, No Other Choice, Train Dreams et Une bataille après l'autre. Alors c'est un peu bizarre d'ailleurs de le mettre dans le scénario adapté, parce que certes c'est inspiré de manière un peu lointaine de Vineland de Thomas Pynchon, mais c'est quand même très éloigné, hein. Moi pour avoir lu Vineland, je me suis dit ah oui putain c'est loin, hein. c'est vraiment plutôt loin, quoi. Donc évidemment ça le mérite, parce que je trouve que le scénario d'une bataille après l'autre il est époustouflant, enfin comment ça entremêle les espoirs du passé avec la génération future et l'espoir dans la génération future, je trouve que c'est brillant, donc c'est très fort. Étonné de ne pas voir Eddington, bah c'est un scénario original. Après, c'est vrai qu'on ne le voit pas non plus dans le scénario original, c'est vrai. Bah, malheureusement, je crois qu'il n'a pas plu aux États-Unis. C'est ça le problème en fait, généralement, c'est que si ton film ne plaît pas aux États-Unis, bah en fait il est dead on arrival, comme on dit. Donc c'est pour ça que ouais, il est malheureusement bien mort, hein, Eddington. mais ouais. Mais je suis assez étonné de ne pas le voir. C'est peut-être pour tous ces risques d'adaptation qu'il a eu. C'est possible aussi, ouais, effectivement, parce que réadapter et faire, comment dire, et mettre, et le remettre au goût du jour, le remettre dans l'époque moderne, je trouve que c'est très fort de la part d'Une bataille après l'autre. Et je trouve qu'effectivement ça se fight vraiment avec tout le reste, quoi. Alors évidemment j'ai pas encore vu No Other Choice, ni Train Dreams, ni Hamnet. Je trouve aussi que pareil la réadaptation, enfin c'est une adaptation très droite, hein, d'ailleurs, de Guillermo del Toro pour son Frankenstein, mais elle est très réussie également. Il arrive à vraiment pareil être dans son époque dans son rapport au monstre également, et il a su se le réapproprier. Bugonia, je vous avoue que c'est un peu celui où je me dis ouais bon bof. Enfin pareil, pour le coup c'est vraiment un film qui je trouve est pas trop dans son époque, quoi. Parce que je trouve qu'effectivement dans
le film original Save the Green Planet de 2003, film coréen, est bien plus déjà en avance, quoi, j'ai envie de dire, sur son temps, dans la vision de la conspiration, mais dans aussi la vision de la folie qu'il peut y avoir chez les conspiratistes, qui effectivement est bien plus nuancée, je trouve, que dans Bugonia. Pourtant, Bugonia, ça passe son temps à parler, mais c'est bien plus fort, je trouve, hein. Pourquoi il n'a pas plu Eddington là-bas? Pourquoi moins que le PTA par exemple? Je pense que c'est vraiment un truc de pas nécessairement l'avoir compris. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, généralement, c'est un peu ça, c'est que généralement, nous, en France, on va plus apprécier des films qui seront plus nuancés, qui vont aller plus profondément dans les choses que aux États-Unis, parce que généralement aux États-Unis ils sont un peu bêtes. Non, c'est une manière très caricaturale de dire les choses, mais généralement aux États-Unis, quand t'as un film qui est nuancé, qui parle des États-Unis, en fait ça va un peu passer au-dessus, et c'est pour ça que d'une bataille après l'autre, du Sinners, ça va très bien fonctionner aux États-Unis. C'est parce qu'en fait c'est très, enfin, c'est clair comme de l'eau de roche ce qui a voulu être exprimé, quoi. Même s'il y a des nuances, même s'il y a évidemment des couches, hein, évidemment, mais c'est bien plus facilement compréhensible par un public lambda, j'ai envie de dire, que Eddington, où il faut vraiment rentrer là-dedans, quoi. Aussi qu'Ari Aster, il s'attendait à de l'horreur. C'est vrai aussi, c'est vrai. Après son Beau is Afraid, on aurait pu penser que l'horreur c'était un petit peu terminé pour lui, même si Beau is Afraid, quand même des phases un petit peu horrifiques également. Mais là, c'est vrai que les gens s'attendaient à de l'horreur et finalement, ils n'ont pas retrouvé de l'horreur, quoi. C'est un petit peu là où les gens ont été déçus, quoi. Meilleur scénario original, on a donc Sinners, Jay Kelly, Marty Supreme, Évanoui, Sorry Baby et Sentimental Value. Putain, valeur sentimentale, faut bien... D'ailleurs, il était pas dans meilleur film en langue étrangère, je viens de remarquer. Mais il était pas là-dedans. Ah ouais, putain. Bon du coup il est mort. je pense qu'a priori valeur sentimentale ça va être un peu la caution pour certains là-bas, quoi. C'est paradoxal, ils adorent revenir avec des bons films sur leur propre histoire récente, mais les gens vont pas voir les films pour autant. C'est la vie, hein, malheureusement, c'est la vie de beaucoup de réalisateurs, et c'est la vie de beaucoup du cinéma américain, bien évidemment, quoi. C'est effectivement de ne pas pouvoir voir des bons films comme ça, quoi. Du coup, meilleur scénario original, alors Sinners c'est bien, mais putain, en termes de scénario, je trouve que, encore une fois, et c'est un truc de montage également, donc c'est un truc de rythme, et c'est un truc de comment le film se rythme, mais je trouve que c'est pas non plus tout ça, c'est pas non plus ça, quoi. Et je trouve que des films, enfin, un film comme Sorry Baby, je trouve il est bien plus sincère dans son scénario. Évanoui, je suis passé à côté, mais je reconnais tout de même chez Évanoui cette tentative, hein, de brio d'avoir voulu entremêler des histoires, entremêler différentes histoires, et que ça fonctionne à peu près. Et je trouve que c'est un véritable casse-tête, faire des histoires un peu à la Rashomon, pardon, j'avais plus le nom, j'avais Yojimbo en tête, mais faire des histoires un peu à la Rashomon et les rythmer comme ça, c'est très compliqué. Donc au moins je reconnais que comme ça, même si je l'ai pas aimé, hein, on en reviendra, hein, d'ailleurs dans les top et flops de l'année, mais je l'ai vraiment pas aimé, Évanoui, mais je reconnais tout de même que c'est un film qui a su, a fortiori, créer quelque chose, tout de même, créer quelque chose dans son histoire, et créer vraiment un truc où il a réussi à entremêler toutes ces histoires, et vas-y, pourquoi pas. Maintenant, c'est sûr qu'à côté, il y a Sorry Baby, quoi, donc c'est Coughing Baby contre Bombe Atomique. Donc c'est pour ça, moi, Sinners, je trouve ça sympa, mais encore une fois, c'est un problème de rythme, et c'est un problème de vouloir aller plus loin, comment dire, de vouloir rappeler constamment les tenants aboutissants du film. Moi, je trouve ça chiant, quoi. Il a écrit sa propre histoire, ouais. Non, mais au moins il a écrit sa propre histoire, Zach Cregger. Je peux au moins lui reconnaître ça, et ça se tient à peu près. Moi j'ai un problème en termes, pas moral nécessairement, mais dans la vision de la folie, dans la vision du mal absolu, entre guillemets, où je trouve que c'est très régressif. Moi je trouve ça assez médiocre à ce niveau-là, mais c'est plutôt bien écrit, et ça m'a à peu près emmêlé, enfin ça m'a à peu près entraîné. Ça m'a à peu près, et puis même ça a un peu emmêlé mon cerveau aussi. Donc c'est tout de même que c'est réussi, et je trouve que le chapitrage a bien fonctionné également, quoi. T'as vu le doc? Non, j'ai pas vu encore, faudra que je le mate. Meilleure réalisation, on a donc PTA pour Une bataille après l'autre, et je pense que même s'il y a de la concurrence, hein, mine de rien, et d'ailleurs la première fois qu'on revoit Sentimental Value, putain, ils sont matrixés par ce film là, mais je pense que ils le voient comme un bon réalisateur d'acteurs, des trucs du genre,
Et c'est tout, quoi. Je pense pas que ça soit vraiment pour sa réal. Sinon, on a du Hamnet avec Chloé Zhao, Sentimental Value du coup avec Joachim Trier, Josh Safdie pour Marty Suprême, Guillermo del Toro pour Frankenstein, Ryan Coogler pour Sinners. Bon, en vrai, je trouve que c'est pas démérité de récompenser Paul Thomas Anderson pour son Une bataille après l'autre, après tout ce qu'il nous a proposé, parce que clairement, je trouve que ça a été une grosse année pour lui, et qu'il a vraiment fait un super cru, un super film. Il a été très bon, et que c'est mérité. Même, j'ai envie de dire que c'est des prix de carrière, hein, ce genre de truc là, c'est que c'est bon. Il a fait 10 films qui sont des bangers absolus, enfin qui sont vraiment des très très bons films. Même Hard Eight, je trouve que c'est un très bon film. Même Inherent Vice, je trouve que c'est très bon également, qui sont généralement c'est moins apprécié. Je trouve que même Inherent Vice, c'est peut-être de mon top 3 PTA, mais effectivement, c'est là Une bataille après l'autre, c'est peut-être pas son meilleur, peut-être qu'il est pas au même niveau que pour moi un de ses meilleurs qui est Licorice Pizza. Mon préféré, je sais pas exactement, hein, vraiment. Je pense Licorice, c'est celui qui m'intrigue le plus et qui me reste le plus en tête. Je trouve que c'est vraiment un film assez mature. C'est la Critics' Choice Award, les gens. Mais je trouve que c'est un film assez mature. Une bataille après l'autre, effectivement, c'est un film qui retourne le crâne, c'est un film qui retourne le cerveau. Moi, je sais que je suis moins de la team There Will Be Blood. J'aime bien There Will Be Blood, hein, vraiment, j'aime bien ce film-là, mais je suis moins là-dedans. Et sinon, ouais, c'était quoi? C'est Licorice ou Phantom Thread, Imo. Phantom Thread, j'aime bien aussi, mais c'est pas mon préféré non plus. Enfin, je trouve que c'est un super film pareil sur la chute d'un homme et en même temps sur son ascension également. Enfin, c'est une sorte de rise and fall. Mais ouais. Je pense Magnolia. Ouais, Magnolia, il est fort aussi. Licorice, je vois pas ce que vous lui trouvez. C'est vraiment ce truc de... comment dire? Je trouve tellement bancal. Justement, je trouve qu'il est précaire dans son équilibre, mais qu'il arrive à bien maîtriser cet équilibre-là. C'est là, je trouve, sa force. C'est-à-dire que je trouve qu'en soi... C'est ballsy. C'est ballsy d'aborder le sujet comme ça, d'une relation... instable, enfin problématique, j'ai envie de dire, entre deux personnes, où en même temps il y a un rapport de domination mec-meuf évident, mais aussi la meuf est plus grande, mais aussi le mec réussit un peu plus ce qu'il fait, mais aussi la meuf a plus de succès auprès des hommes, enfin que des trucs comme ça, où effectivement, moi je trouve que c'est très... très complexe, j'ai envie de dire, cette relation-là, mais que ça arrive à bien équilibrer, que ça arrive à bien créer quelque chose, et aussi à constamment bien écrire ses persos, même ses persos secondaires, avec Tom Waits, qui je trouve est un super personnage dans le film, même la courte apparition également de Bradley Cooper, elle marche très bien, et je trouve qu'à côté, c'est très, c'est très beau, c'est super bien éclairé, c'est super bien filmé, je trouve que même, pareil, il y a Benny Safdie aussi dans le film, donc qui a un tout petit rôle et qui joue une sorte de loser également, une sorte de perso de Cooper Hoffman, mais qui a raté également, enfin vraiment, c'est très très fort quoi. Il y a une scène qui me fait chialer, Over 9000, quand elle va le séduire en maillot de bain et qu'il la trouve pathétique, c'est tellement on point, oui, non mais il y a plein de scènes comme ça qui sont très fortes aussi, forcément quoi. Faut cancel les frères Safdie, c'est vrai par contre. Mais moi tout m'ennuie, je comprends qu'on s'ennuie, je comprends qu'on passe à côté, mais je trouve que c'est un film qui reste en tête. Et c'est rare parce que, moi je comprends que aussi qu'il y ait des films qui vous ennuient, parce que moi j'ai ça aussi, hein. J'ai beaucoup de films qui m'ennuient par moment où je me dis bof. Puis voilà, typiquement je pense à Asteroid City, où je crois que Brivan, toi tu as bien aimé Asteroid City de Wes Anderson, où pareil c'est un film, moi je l'ai pas aimé, mais il me reste en tête quand même. Il me reste en tête et j'y pense parfois, j'y réfléchis bien, je me dis ah c'est vrai, il y a quelque chose dans ce film là, et au moins je reconnais cette qualité là quoi. Et je reconnais cette qualité d'écriture également quoi. Ça c'est meilleur jeune acteur. En fait ils ont meilleur espoir, donc c'est meilleur jeune acteur, jeune actrice, et c'est généralement les personnes qui viennent d'être révélées. Alors je ne comprends pas comment c'est possible, vraiment comment c'est possible de ne pas nommer Chase Infinity, l'actrice principale, une des actrices principales d'Une bataille après l'autre. Genre vraiment je ne comprends pas, sachant qu'on a du coup alors Nina Yi dans Left-Handed Girl, qui est c'est la grande, c'est ça? Non, c'est la petite. C'est la petite, ok. Elle est forte, mais j'aurais préféré l'ado, quoi. J'aurais préféré la grande de la famille, qui, moi, m'a beaucoup marqué, quand même, hein, évidemment. Jacoby Jupe dans... Ah, mais c'est vraiment jeune, en mode moins de 18 ans, c'est ça? Ah oui, c'est ça, c'est vraiment moins de 18 ans, quoi. C'est pour ça, ok, je comprends, du coup, parce que Chase Infinity, je crois que c'est vraiment... c'est vrai, je crois qu'elle a plus de 18 ans, donc voilà.
Miles Catton, il me semble qu'il est tout jeune également, quoi. Chalamet, bah non, il a 30 ans hein, maintenant. Il a 30 ans, mine de rien. Carey Christopher, j'imagine du coup que c'est le gosse. Et Everett Blunk dans The Plague. C'est quoi ça, The Plague? Présenté en avant-première, adolescent de 12 ans, voilà, ok, adolescent de 12 ans. Ok. Et du coup, on a également, ouais, Rental Family, ça c'est le film avec Brendan Fraser, où en fait il joue l'américain de caution, j'ai envie de dire. C'est un peu la catégorie tremplin pour les futurs dates de DiCaprio, mais non. Non, mais du coup, parce qu'en plus c'est vraiment du grooming, vu que vraiment c'est des jeunes de moins de 18 ans, quoi, à chaque fois, visiblement. Miles Catton, je sais pas quel âge il a. Je crois qu'il vient d'avoir 18 ans, quelque chose du genre. Il est tout jeune, hein, pareil, 2005. Hein. 2005, en fait, il a 20 ans. Donc en fait, c'est pas moins de 18 ans, mais c'est visiblement peut-être moins de 21 ans, quelque chose du genre, parce que je sais pas l'âge qu'a Chase Infinity. Parce que, évidemment, elle était à la cérémonie également. Ouais, voilà, c'est une 2000. Donc elle est quand même un poil plus âgée, entre guillemets, même si... Putain, c'est son premier film tout de même aussi, donc bon. Mais je pense que s'il y avait... Enfin, c'est pour ça que c'est un peu bizarre de mettre ça. Parce que nous, Meilleur Espoir, la vérité, les catégories Meilleur Espoir et Révélation, tout ça, j'en ai déjà parlé ici, mais on peut mettre des gens qui ont même la quarantaine quasiment, si c'est leur révélation, évidemment. Et si c'est la première fois qu'ils sont révélés au grand public. Et c'est tout à fait légitime, je trouve. Maintenant, c'est vrai que généralement, on va mettre des petits jeunes, des gens qui ont moins de 30 ans. Enfin, c'était quoi? C'était Pierre Lotin. Ouais, Bastien Bouillon, il a eu. Bastien Bouillon, pourtant, il est pas tout jeune, quoi. Bastien Bouillon, c'était le récent, celui qu'il avait reçu il y a 2 ans, je crois. Pourtant, il a la quarantaine. Donc, vraiment, c'est pas... voilà, il l'avait reçu en 2023. Et César du meilleur espoir, masculin, féminin, je ne sais que lequel, etc. Bon bah voilà, 3 nominations pour Guillaume Depardieu. Enfin, il y a des gens qui sont nommés plusieurs fois, notamment lui, le mec que tu détestes là, Brivan. Grégoire Le Prince Ringuet là. Et Malik Zidi également, et ben. Mais effectivement, t'as des gens en fait, ils sont nommés alors que ça fait un petit moment, mine de rien, qu'ils ont passé les 25 ans, quoi. Donc bon. Il n'y a pas le mec des huîtres, des petits mouchoirs aussi. Je sais pas de qui tu parles. Mais pareil, moi je sais qu'il y a un type que j'aime bien, c'est Pierre Lotin. Pierre Lotin, je le kiffe comme acteur, il a 36 ans. Et pourtant il était nommé l'année dernière, quoi. Et peut-être qu'il va être... Non, je crois qu'il est pas dans la shortlist là pour l'instant. Mais il est pas dans la shortlist, donc il ne sera pas. Mais du coup, oui, Pierre Lotin, moi je l'adore. Pourtant, il a 36 ans. Et je me dirais, bah oui, effectivement, bon, meilleur espoir, c'est peut-être un peu tard. Mais voilà, quoi. Pourquoi il y a eu une page Bégodeau? Je sais pas pourquoi. Écoute, David Ayala aussi, peut-être trop tard pour choper ça, mais il mériterait. Bah oui, c'est une bonne révélation quand même, hein, mine de rien. Donc bon, c'est pour ça, Miles Catton, bon, du peu que j'ai vu, je me dis, tout de même, c'est chouette qu'il l'ait eu, parce que c'est quand même une grosse révélation, effectivement, de ce Sinners, et j'espère qu'il va aller loin, tout de même, et je pense qu'il va aller loin, mais voilà, mais ça me paraît bizarre de pas nommer Chase Infinity, quoi. Meilleure actrice, dans un second rôle du coup, avec donc Telina Taylor dans Une bataille après l'autre, Wunmi Mosaku dans Sinners. Alors c'est majoritairement des acteurs que je connais pas dans Sinners. Donc elle c'est la meuf de Smoke ou Stag, je sais plus, mais mais voilà. Inga Ibsdottir Lileas pour Sentimental Value, enfin valeur sentimentale. Ariana Grande pour Wicked 2, Elle Fanning pour valeur sentimentale et du coup, la récipiente, Amy Madigan pour Évanouie. Bon, en soi, ça va, parce que Amy Madigan, elle est forte. Je trouve quand même dans Sinners. Maintenant, j'aurais préféré, effectivement, soit Inga, soit Elle Fanning, qui, pour moi, sont les deux personnes qui portent en grande partie, avec Renate, le film vraiment valeur sentimentale, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Même Stellan Skarsgård m'a un poil déçu, je trouve, dans le film. Enfin, je trouve qu'il est un peu en pilote automatique, même s'il reste bon, hein, bien sûr. Mais je trouve qu'il est un peu en pilote automatique, et moi, ça m'a un petit peu déçu, mine de rien. Mais voilà, ça reste... Enfin, Elle Fanning, ça va, mais c'est surtout Inga Ibsdottir Lileas, qui, effectivement, je trouve, porte beaucoup de la valeur sentimentale du film. On dit Elle Fanning, ok. Ariana Grande, elle est forte, mais je trouve qu'elle est moins dans son élément que dans le 1. Dans le 1, elle était vraiment très forte, et elle était vraiment un peu à contre-courant en plus de son image. Là, elle joue... elle est faite pour être Glinda, donc forcément, elle est très forte également, mais
J'accroche moins à son jeu. Wonmu, Mosaku, le problème c'est que Sinners c'est un casting choral, c'est un film choral, donc forcément ça veut dire qu'on retient moins beaucoup des acteurs. Donc bon, le 2 je l'ai DL, mais je sais pas si... Non, ça ira. Hein. Et Teyana Taylor, en fait, le problème que j'ai, mais après, je comprends tout à fait que le personnage soit là parce que c'est un personnage très puissant, mais en fait, elle est là que au début, quoi, que pendant les 30 premières minutes du film, et après, ça passe à autre chose, quoi. Et après, on ne revoit plus du tout ce personnage-là. Donc forcément, c'est un peu relou, mais c'est comme par exemple, c'était l'année dernière où c'était Nina Meurice qui a eu le César d'un second rôle pour une apparition très peu là, quoi. Après, elle hante littéralement le reste. Non, mais bien sûr, elle hante le reste, mais là, on parle d'une performance. On parle d'une performance tout de même du personnage. Et évidemment que le personnage est très fort et le personnage est super bien interprété, mais je sais pas quoi. Elle est là, elle a une présence de fou. Ouais. Non, mais je comprends qu'il soit là, mais encore une fois, c'est comme Nina Meurice qui est là juste pour la scène de fin de l'histoire de Suleiman, où c'est même pas le centre de la scène finalement, parce que le centre de la scène c'est le personnage de Suleiman interprété par Abu Sangaré, donc forcément elle se fait un peu éclipser, mais reste que je comprends à peu près, quoi. De toute façon, dans la select je vois rien d'autre. Ouais, non, mais pour moi effectivement ça devrait aller à Teyana Taylor, mais c'est aussi c'est aussi le problème des personnages secondaires, parce que je trouve que Amy Madigan elle est forte, ça va, mais c'est pas non plus, je trouve, enfin, il s'est bien amusé, c'est sûr et certain, mais je sais pas, c'est pas le rôle, enfin, je trouve que c'est pas le rôle dont je me souviens le plus du film, quoi. Meilleur rôle secondaire, alors, du coup, Jacob Elordi, bon, ça, pour le coup, je me dis, c'est pas du tout un rôle secondaire, c'est bien plus que ça, parce que Jacob Elordi, il est quand même présent sur plus de la moitié du film, tout du long, enfin, c'est presque l'acteur principal. Ça me paraît étrange, quoi. Stellan Skarsgård dans Valeurs Sentimentales, moi je vous le dis, je trouve qu'il est un peu en pilote automatique. Adam Sandler dans Jack Kelly, du coup j'ai pas vu. Sean Penn dans Une bataille après l'autre, et également Benicio del Toro. Ça, pour moi c'est le vrai combat, c'est entre deux, c'est entre Benicio del Toro et Sean Penn, parce que Paul Mescal, pareil, j'ai l'impression que c'est le rôle principal dans Hamnet. Je l'ai pas vu encore une fois, donc voilà, mais j'ai l'impression que c'est le rôle principal. Mais Benicio del Toro et Sean Penn, pour moi c'est là qu'il y a la vraie bataille, parce que pour moi évidemment Jacob Elordi il est meilleur que les deux, mais parce que c'est le rôle principal de Frankenstein, c'est littéralement le rôle titre déjà, mais c'est pour moi le rôle principal, plus qu'Oscar Isaac. Oscar Isaac, il est, je pense, il faudra voir un petit peu, parce que je sais qu'il y a des gens qui font des stats sur Twitter pour voir le temps d'écran de chaque personne, et notamment il y a une stat qui est sortie récemment, c'était que le temps d'écran de Jesse Plemons dans Bugonia est supérieur au temps d'écran d'Emma Stone. Ça m'a un petit peu surpris, même si en même temps c'est pas, quand tu revois le film dans ta tête tu dis ah oui finalement c'est normal, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris. Et donc forcément Frankenstein là, je pense que Jacob Elordi est plus présent que Oscar Isaac, parce que Frankenstein du coup il est divisé en deux, avec l'histoire du docteur Frankenstein et l'histoire de la créature. Et forcément du coup tu vois beaucoup la créature dans l'histoire de la créature, tu le vois quasiment tout du long, et tu vois quasiment pas le docteur Frankenstein, mais quand c'est l'histoire de Frankenstein, en fait, tu vois pas mal aussi la créature tout de même, quoi. Genre, tu la vois au bout de 30 minutes à peu près. Donc c'est pour ça, là, pour moi, c'est pas juste un acteur dans un second rôle, là, Jacob Elordi, c'est l'acteur principal. Genre, vraiment. Meilleure actrice, donc c'est Jessie Buckley pour Hamnet, en face à Rose Byrne pour If I Had Leg I'll Kick You. Ah, Chase Infinity, du coup elle est là. Ah, peut-être c'est pour ça qu'elle est pas dans Meilleur Espoir, c'est possible. Renata Rensby dans Sentimental Value, Amanda Seyfried pour Le Testament d'Annie et Emma Stone pour Bugonia. Moi j'ai pas vu If I Had Leg I'll Kick You. J'ai pas vu Le Testament d'Annie non plus, et j'ai pas vu Hamnet, donc je ne peux pas trop en juger. Je dirais quand même que des trois, de ce que j'ai vu, donc Emma Stone, Renate Rensby et Chase Infinity, alors je suis pas fan du jeu d'Emma Stone dans Bugonia, je trouve que, pareil, pilote automatique un peu, et je trouve que juste sa prestation tient sur le fait qu'elle se soit rasé les cheveux. Très bien, bravo. Privan il fait ça tous les 2 mois, ça ne m'impressionne pas. Donc c'est pour ça que moi c'est tous les 2 mois, en plus je suis gentil. Mais voilà, mais moi ça ne m'impressionne pas. Renate, je trouve qu'elle porte quand même pas mal le film, même si évidemment Privan il est là en mode la course à qui a les yeux le plus mouillés. Bon, je comprends évidemment, mais Chase Infinity c'est quand même une grande révélation, quoi. Quand même, c'est
c'est une actrice, pour moi, c'est une future star, on va la voir de partout, hein. Si elle joue bien sa game, en plus, on va vraiment, vraiment la voir de partout, dans tous les rôles, genre vraiment, je pense que ça risque d'être, on risque d'être bombardé de James Infinity, quoi. Meilleur acteur, donc c'est du coup Timothée Chalamet, évidemment, face à Wagner Moura, Michael B. Jordan, Ethan Hawke pour Blue Moon, le film de Richard Linklater, l'autre film de Richard Linklater, vu qu'il en a sorti 2 cette année. Joel Edgerton pour Train Dreams et Leonardo DiCaprio pour Une bataille à la. Bon bah enfin pour Timothée Chalamet, et ça a pas l'air non plus d'être le film le plus, où ça a l'air d'être le plus volé que de récompenser Timothée Chalamet, parce que c'est vrai que là récemment il s'était beaucoup illustré parce qu'il avait dit des trucs en mode ouais, ça fait quand même 6-7 ans que je donne des performances de fou, etc. Ah, il a pas tort. Enfin, combien il y a d'acteurs qui se reposent, qui font des rôles un petit peu pour se reposer, faire des rôles comme ça juste pour cachetonner, et à côté tourner dans des vrais trucs. Timothée Chalamet, même quand il tourne dans des rôles pour cachetonner, ça donne d'une, et c'est quand même une interprétation, mine de rien, assez puissante. Donc c'est pour ça que moi je ne rejoins pas le train de hate pour Timothée Chalamet, déjà parce que je l'aime bien, je trouve qu'il est assez sympa, mais surtout parce qu'en soi, je trouve que en termes de performance, mine de rien, c'est vrai que tu regardes toute sa filmographie. Là, on va regarder Timothée Chalamet. Je l'écris toujours avec un H en trop, hein. Mais Timothée Chalamet, tu regardes sa carrière depuis quelques années. C'est Dune partie 3 là qui va sortir. C'est un projet de blockbuster, évidemment. Dune, c'est un projet de blockbuster, donc il va cachetonner dessus. Mais même dans ces projets de blockbuster là, il se donne quand même, quoi. Marty Suprême, bon bah ça c'est un projet des Safdie, en plus il est producteur dessus. Un parfait inconnu, pareil, il est producteur dessus. Et mine de rien, même s'il est producteur, je trouve sa performance plutôt honorable, et je trouve qu'il arrive quand même à incarner un petit connard, et c'est plutôt sympa. D'une partie 2, bon bah pareil. Wonka, c'est vraiment un rôle pareil, on se dirait Wonka c'est un rôle pour cachetonner. Je crois qu'il a reçu 20 millions de salaire pour Wonka, donc c'est vraiment quelque chose où c'est assez fou. Mais tout de même, on peut lui reconnaître qui s'est donné pour ce rôle-là également, quoi. Il y a Pattinson que je trouve meilleur quand même, mais c'est la génération d'après. Oui, c'est ça. Pattinson, rappelle, je crois qu'il a 10 ans de plus. Hein. Je crois qu'il a 10 ans de plus que Timothée Chalamet. Donc bon, Intergalactic, ça c'est un rôle voix, il a fait comme ça. Cachetonner sur une comédie musicale, faut se lever tôt un peu. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, si tu reçois 20 millions de dollars pour jouer dans une comédie musicale, et qu'en plus tu te donnes quand même pas mal, parce que même si Wonka, moi, du peu que j'ai vu, ça a pas l'air d'être le plus grand film du monde, ben c'est quand même une comédie musicale, et une comédie musicale, ça te demande de se donner en tant qu'acteur, quoi. C'est quand même un des genres et un des types enfin, comment dire, un des types de films qui demandent le plus en termes de capacité d'actorat, quoi. J'ai pas vu, mais Paul King, j'ai confiance. Et bah, j'espère que tu iras voir La femme de ménage. Bones and All de Luca Guadagnino, franchement, en vrai, même si j'ai pas trop aimé le film, je trouve que ça va, il se donne quand même, et à chaque fois, il essaye d'aller un petit peu ailleurs, quoi. Et oui, effectivement, il a joué dans un Woody Allen en 2019. Bon, par contre, voilà. mais voilà, mais pareil, il a fait un petit rôle dans Don't Look Up. Dans French Dispatch, il est très bon également. Enfin, voilà, on va pas se mentir là-dessus. Je trouve que, voilà, même si évidemment, il se donne chez un petit peu... Enfin, il a fait un petit peu des rôles pour cachetonner dans le tout début de sa carrière. Là, ça fait quand même depuis une dizaine d'années qu'il a arrêté ça, quoi. Et c'est très fort, tout de même. Donc clairement pour moi je ne comprends pas exactement pourquoi il y a un gros bashing autour de sa personne. Il a confondu Paul King et Paul Feig, pardon. Oui, Paul Feig, oui, non, on s'en fout de Paul Feig. C'est vrai, pardon, je confonds souvent les deux, mais voilà, mais c'est pour ça, pour moi, Timothée Chalamet, moi je comprends pas qu'il y ait une hate autour de lui. La vérité, c'est juste que c'est comme pour d'autres gens, comme par exemple comment dire, Raphaël Quenard, où juste les gens en ont marre de voir sa gueule un petit peu partout, quoi. Et c'est compréhensible, et c'est normal, parce que Timothée Chalamet, quand là il est pour la promo de Marty Suprême, évidemment qu'il va aller sur tous les plateaux, qu'il va aller sur le toit de la sphère à Las Vegas, là, et qui va occuper de partout, quoi. Donc bon, mais Quenard fait toujours la même chose, exactement. C'est la vraie différence entre les deux, c'est que Quenard, il fait toujours le même rôle, à l'exception de tout début de sa carrière, quand il jouait dans Je verrai toujours le visage, où il était dans un rôle un petit peu différent. Là, Chalamet, je trouve que en soi, chacun de ses rôles est quand même plutôt différent, et qu'il joue jamais l'archétype de Timothée Chalamet, qu'il essaye d'autres choses, quoi, tout de même.
Donc c'est pour ça, moi, Timothée Chalamet, j'ai pas vu encore Marty Suprême, mais j'ai l'impression que c'est du bon cru, mine de rien. Et meilleur film, du coup, on a dans la compétition Wicked for Good, Train Dream, Sinners, Valeurs Sentimentales, Marty Suprême, Jake Kelly, Hamnet, Frankenstein, Bugonia et Une bataille après l'autre. Bon bah, je pense qu'a priori, voilà, il n'y a pas trop de débat sur qui est le vainqueur. Qui est le vainqueur, c'est effectivement pour moi Une bataille après l'autre, et je pense que c'est lui qui est dans la lignée des Oscars, c'est lui qui est en ligne droite pour les Oscars, et que ça va faire plaisir, parce que mine de rien, Paul Thomas Anderson, il y a un petit attachement de la part de beaucoup de gens autour de Paul Thomas Anderson, qui est de se dire, ah quand même, Paul Thomas Anderson, moi je l'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait, donc effectivement, je trouve qu'il mérite d'avoir sa petite statuette, quand bien même, encore une fois, hein, les prix du genre, on s'en fout, bien sûr, mais voilà, il mérite d'avoir sa petite statuette. C'est très bien, c'est très bien. Et Chalamet se prend pas pour dire de Wish, mais oui, c'est ça sa plus grande